Bonjour. Bonjour, bon après-midi. Merci d'être venu donc assister à cette rencontre avec à ma gauche Antoine Mouton et à mon extrême gauche, mais sans un préjugé d'appartenance politique quelconque, Guillaume Poif. Donc deux écrivains que les habitués du festival ont sans doute déjà croisés, qui viennent aujourd'hui donc alors Guillaume Poix pour votre livre Perpétuité chez Vertical et Antoine Mouton pour Nom d'un animal à la Contralée, deux écrivains avec lesquels aujourd'hui nous allons essayer d'aborder, ou en tout cas de cerner les contours d'un sujet qui est un petit peu comme le bonheur chez Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire un sujet qu'on connaît tous, mais dont finalement on a assez peu d'idées. Je veux parler du travail. Alors peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de nous mettre à travailler, ou avant de faire travailler les auteurs, peut-être donc quelques mots sur les deux livres. Alors ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'un comme l'autre, ce sont des livres dans lesquels, outre la thématique qui nous réunit aujourd'hui, qui est celle du travail, donc, il y a un accent très très fort qui est mis sur l'idée de présence et d'absence. Alors je vais commencer par vous, Antoine Mouton. Il y a d'abord cette idée d'un narrateur qui est peut-être un peu vous, qui n'est peut-être pas vous. Le narrateur de ce livre, à dessein, je ne parle pas de roman, parce qu'il est peut-être plus question de poésie que de roman, de poésie que de prose. On aura l'occasion d'en parler. Ce narrateur-là a quelque chose d'un Bartleby, une difficulté à être là, peut-être une volonté de ne pas être là. Et un peu comme en contrepoint, ce narrateur s'intéresse au travail. Et le travail, lui, se caractérise par une omniprésence, un phénomène de saturation. Il est un petit peu partout. Et c'est à partir de cette confrontation-là entre une absence personnelle ou un sentiment d'absence personnelle et cette présence, cette omniprésence du travail que le livre se déploie. Alors ce que j'en dis là paraît très abstrait, peut-être même un peu chiant. Le livre ne l'est pas du tout. Il est extrêmement drôle parce que la grande présence du livre, c'est le langage, ce langage qui joue en permanence, langage à la fois révélateur et subversif, langage qui joue sur les mots et langage qui joue aussi sur le nom. Votre nom même, le nom de Mouton, qui est le nom d'un animal. Donc on reviendra un peu sur tout ça, on verra comment tout ça s'articule, mais c'est pour donner une première image. Alors Guillaume Poix, avec Perpétuité, comme son titre l'indique, on en prend non pas à perpétuité, mais pour un certain nombre de pages. Mais avec plaisir. C'est une peine qu'on accepte avec joie, puisque il s'agit d'un roman que je pourrais presque dire embedded, pour faire un mauvais anglicisme. C'est un roman qui se situe à l'intérieur comme on dit, d'un lieu de privation de liberté, d'une prison. On suit de près toute une équipe, des surveillants et un gradé. On les suit d'extrêmement près, de si près qu'on retrouve encore cette présence dont je parlais tout à l'heure, tous les détails de la vie au quotidien, les détails de la procédure, les détails aussi d'un événement plus ou moins exceptionnel, mais qui est également une habitude, qui est également l'habitude, disons l'exceptionnel dans la routine. Qu'est-ce que peut être par exemple un incendie dans une cellule ? On va donc suivre tout cela d'une façon à la fois très documentée, mais en même temps extrêmement incarnée, et là encore, à travers la langue, la grande scène centrale, et tu me disais tout à l'heure que tu pratiquais beaucoup le théâtre, la grande scène centrale est une grande scène de discussion entre les personnages, une scène où on assiste vraiment à tous ces hauts et ces bas que peut porter une conversation, les retraits de tension, puis les moments de suspense narratif. Et tout cela donc pour donner chair, pour donner corps à quelque chose qui le plus souvent est absent de notre perception, quelque chose qu'on voit énormément, ce sont les bâtiments de la prison, mais derrière les murs duquel on ne voit pas grand-chose. Donc là encore, un jeu de présence-absence. Donc voilà, là encore très très rapidement, il y aurait 1000 choses à dire évidemment sur les deux livres. Alors peut-être pour commencer, j'aimerais prendre un extrait d'un passage de votre livre, Guillaume Poif. Il y a un moment où c'est vers la fin, les surveillants parlent entre eux et disent tiens, demain ou après-demain, il va y avoir une équipe de tournage qui va venir. Ah bon, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Un documentaire, non, ça va être une fiction, quoi. Et puis quelqu'un pose la question parmi les surveillants, mais est-ce que ça vous passionne, ça, tout ça ? Et tous les surveillants de se récrier, non, pas du tout, on s'en fout. Nous, au contraire, ça nous passionne de savoir ce qui se passe derrière, mais précisément, on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière les murs.
Et pour savoir ce qui va se passer derrière les murs, il y a eu tout un travail, et j'en viens au travail, et peut-être d'abord le travail de l'écrivain, le travail documentaire. Votre livre est extrêmement documenté, extrêmement précis. Je donne un seul exemple, c'est celui des acronymes, très frappant, quoi. Comment avez-vous fait, tout simplement? Merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit sur nos livres. Bonjour Antoine et merci d'être là tous et toutes. Oui, en fait, ce livre, il a derrière lui, on va dire, un temps d'immersion gracieusement accordé par l'administration pénitentiaire après que je l'ai sollicité en 2020 pour venir faire un travail de terrain. Donc, j'ai obtenu des réponses plutôt positives. J'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes de l'administration pénitentiaire qui ont accepté que je vienne passer du temps dans une maison d'arrêt, la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, à côté de Montpellier. Puisque le projet que je défendais, qui était d'observer le travail des surveillants, qui est assez peu documenté, leur a paru suffisamment singulier pour qu'ils m'ouvrent les portes de ces lieux dont vous disiez à juste titre à quel point ils nous sont invisibles, inconnus et fermés. Et donc pendant 3 ans, j'ai fait un certain nombre de semaines d'immersion sur place, avec une équipe qui, je dois dire, m'a accueilli vraiment avec beaucoup de chaleur et beaucoup de concentration, j'allais dire, puisque j'ai pu aller absolument partout dans cette maison d'arrêt, donc pendant 3 ans, aussi bien auprès de la directrice, la chef d'établissement, que dans les bureaux, que sur les coursives, que dans les cours de promenade, qu'aux ateliers de travail, qu'au parloir, dans les cellules. Enfin voilà, j'ai pu à peu près essayer d'appréhender, et il fallait bien 3 ans, à peu près appréhender toutes les strates de cette géographie labyrinthique où beaucoup de gens travaillent avec différents échelons, différents grades, différentes attributions, différentes missions. Le roman s'est écrit comme ça, dans ce temps partagé, passé notamment avec les surveillants sur les coursives, à la fois à les observer travailler et à les interroger sur ce que le travail leur fait, ce que ce travail-là leur fait, en essayant de me dire que le roman aurait la mission de raconter ces corps, raconter ces vies invisibles et invisibilisées par notre regard aussi, puisque peut-être que si on faisait un rapide sondage sur le pire métier possible, celui de surveillant pénitentiaire viendrait sans doute dans la liste. Et donc c'est comme ça que le travail s'est fait, par ce temps d'immersion personnelle, ce temps d'échange, un temps de documentation par ailleurs. Et donc c'est voilà, au bout de ces 5 ans, disons, le roman a pu advenir. Alors précisément, le travail de l'écrivain, c'est, pour parler en termes flaubertiens, c'est effectivement un travail de moissonnage, de documentation, d'enquête, mais il se trouve que c'est un roman, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des personnages qu'on voit vivre de l'intérieur. Il y a Bianca, Émilie, Kim, Christ Marceau, Pierre, voilà, donc des surveillants, des gradés, une directrice. Et la question que je me suis posée, vous aviez un tel matériau non fictionnel, comme on dirait aujourd'hui, pourquoi avoir choisi le roman? Qu'est-ce que pouvait apporter la fiction, quoi? D'abord, moi, je ne sais faire que ça. Je ne sais qu'écrire du roman. Je ne suis pas essayiste, je ne suis pas sociologue, je ne suis pas ethnologue. Donc, je suis vraiment allé sur place en tant qu'écrivain, enfin, avec un possible projet de fiction. Et donc, sans doute que je regarde avec le regard d'un romancier en puissance, c'est-à-dire j'essaye d'être évidemment attentif au réel, mais je crois que je me laisse totalement distraire et divertir par 1000 choses qui ne sont pas ce qui a l'air d'être utile à la documentation. Donc c'est la rencontre humaine, c'est l'observation, la contemplation, c'est du temps passé ensemble. Mais je crois que il me semblait que j'ai lu très peu de romans qui font de ces personnages dénigrés par notre regard, comme je le disais, des héros. Les personnages principaux. Et donc, il y avait aussi un pacte littéraire que je propose au lecteur, c'est de proposer un roman, donc une forme où les surveillants ont peu eu leur place, alors qu'ils ont parfois leur place dans des essais ou dans des récits. Donc il me semblait que la fiction devait absolument s'emparer de cet imaginaire, de ces personnages-là, pour retourner. La plupart des formes des formes fictionnelles qui nous mettent en présence de surveillants, ce sont des fictions télévisuelles, des séries, des films, et souvent les matons, comme on les appelle, font peur. Ce sont des personnes qui sont en voie de corruption. On a tous l'image, pour le dire de manière extrêmement brutale, du maton bas de plafond d'extrême droite qui violente les détenus ou qui est en phase de corruption. Et par rapport aux personnes que j'ai pu rencontrer,
J'étais évidemment stupéfait de l'écart entre ces représentations dominantes, éculées, qui ne cessent de véhiculer aussi une pensée politique de l'institution carcérale viciée. Et je me suis dit, ma mission en tant que écrivain de fiction, donc qui propose des représentations, qui prolonge des représentations dans l'imaginaire collectif, et ces représentations-là, je sais qu'elles nous fondent, qu'elles nous constituent. Ma mission, c'est d'essayer d'ajuster ces représentations, et je crois que la fiction est le seul moyen d'y parvenir, parce que dans cette fiction, ce que je vous propose, c'est d'être comme caméra à l'épaule dans la peau d'un surveillant, dans le dilemme du travail, dans les problématiques très corporelles, éthiques, sociales que ce travail implique, et en m'autorisant à profaner ces personnages, c'est-à-dire en m'autorisant à aller dans leur tête, à raconter leur flux de pensée, à restituer leur expérience de présence au monde. Je crois que je fais un travail que les essais ne font pas, même si moi je suis extrêmement admiratif, je le dis avec toute l'humilité, moi je suis incroyablement admiratif des essayistes, et je pratique beaucoup aussi la lecture de cette forme-là, mais moi je ne sais tout simplement pas faire. Donc voilà pourquoi sans doute la fiction a été le terrain naturel privilégié pour ce travail, ce désir de changer, de retourner un petit peu l'imaginaire et de mettre le lecteur dans la peau réelle de ce surveillant, sans aussi me poser la question de mon point de vue. Puisque si j'avais fait œuvre de documentariste ou d'essayiste, il aurait aussi fallu en permanence que je justifie la personne qui énonce ce qu'elle dit. Et il ne s'agissait pas de moi, il s'agissait de ces personnes-là avec qui j'ai passé du temps et dont je voulais restituer la vie. Sans compter que, comme dirait Italo Calvino, la multiplicité des histoires fictionnelles produit une espèce d'effet de saturation et d'effet quasiment de monde qui rajoute encore au côté réaliste. Oui, et puis c'est aussi la possibilité je crois, de déployer, de mettre en scène la contradiction qui est la nôtre à tous. C'est-à-dire que quand on va dans une prison, il y a un effet miroir évident qui est que on découvre à quel point on est ignorant d'une institution qui est saturée de représentation. Je crois que la fiction nous permet de faire face à ces paradoxes qui sont les nôtres, à savoir une forme de pulsion punitive bien marquée dans notre société, en même temps qu'une ignorance sur les moyens par lesquels les peines sont accomplies, et surtout qui encadre les personnes qui purgent ces peines. Et cette polyphonie narrative, puisqu'on suit à peu près une douzaine de personnages, cette polyphonie narrative, elle me permet de plonger dans la contradiction, dans la diversité des points de vue, sans prétendre asséner une vérité ou un verdict sur l'institution carcérale, mais plutôt en racontant du point de vue de ceux qui l'animent, du point de vue de ceux qui la rendent vivante, du point de vue de ceux aussi qui la subissent, qui en subissent les conditions, puisque les surveillants sont les premiers à subir des conditions terribles de détention. Les premiers, bien sûr que ce sont les détenus, mais ce que je veux dire, c'est que ces conditions ont une répercussion énorme sur les conditions de travail. En essayant de raconter cette expérience-là, il me semble qu'on peut restituer une expérience qui tente de faire un pas vers un petit peu plus de nuances pour sortir des conforts idéologiques qui, je crois, font de la prison aujourd'hui une institution en très grande souffrance et délaissée par notre regard politique, alors que ce sont des institutions qui nous appartiennent, ce sont nos lieux, et il est absolument primordial que nous nous intéressons à la manière dont on accompagne les détenus et le sort qu'on réserve aux travailleurs qui agissent sur place. Alors on reviendra peut-être sur cet effet de miroir, tu parlais à l'instant, mais j'aimerais rebondir comme on dit, sur une formule, restituer une expérience, et je m'adresse à toi, Antoine Mouton. C'est la façon dont, dans ton livre, on trouve par moments alors je ne saurais pas trop comment le décrire, disons des scènes qui ont manifestement un substrat réel. Il y a une scène de réunion où un personnage se demande s'il ne va pas se suicider. Il y a une scène dans une boutique aussi. Et je me demandais un peu sur quoi tu étais parti pour ces scènes-là, qui sont à la fois très désancrées, en même temps très ancrées. C'est parti de... En fait, c'est-à-dire que c'est parti de la question, de l'usage du mot travail en tant que tel. C'est-à-dire que c'est parti d'une chose réelle, c'est-à-dire c'est la façon dont moi j'utilisais le mot travail. Je l'employais d'une certaine façon. C'est-à-dire j'étais libraire pendant 9 ans au Théâtre de la Colline à Paris, et j'appelais ça mon travail. Et 2 ou 3 ans avant de vraiment le quitter, ce travail-là,
je me suis aperçu que j'allais quitter mon travail et que tout le reste que je faisais, je l'appelais pas le travail. Et que ce soit pas seulement, enfin, il s'agissait pas seulement d'écrire, il s'agissait même d'enseigner ou de faire d'autres trucs. Enfin, je n'appelais pas ça le travail. Alors j'ai eu cette envie de, comment, d'abord de me passer de ce mot, de me dire, bah, je vais pas utiliser le mot, je vais pas tout de suite remplacer, enfin, déplacer le mot travail vers les autres trucs que je peux faire qui pourraient me rapporter de l'argent, un statut social ou je sais pas quoi. Non, je vais m'en passer et voir ce qui arrive et voir ce que ça fait et tenter aussi de suivre le mot, de suivre le mot moi dans ma bouche, dans ma pensée ou dans celle des autres ou dans des livres ou dans des paroles d'amis comme ça, enfin voir comment est-ce que chacune emploie ce mot, qu'est-ce qu'il en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ce mot-là. Donc c'est ça l'expérience en fait documentaire de laquelle c'est parti. C'est ça. Il y a un texte qui est sur le mot, enfin où apparaît par exemple le mot burn-out que moi je n'employais pas enfin, dans ma vie, voilà. Mais j'ai appelé tout un tas d'amis qui ont fait des burn-out et pour leur demander en fait de me dire des phrases dans lesquelles le mot burn-out était utilisé. C'était ça ma matière documentaire, c'était plus la question du langage, même si de temps en temps on retrouve effectivement une réunion ou une situation de boutique qui est la situation qui était la mienne en librairie en fait, qui est vraiment directement de la réalité, enfin tirée de la réalité, disons. Donc plutôt une collecte de mots qu'une collecte d'expériences. Une collecte de phrases et d'usages et de traversées. Comment est-ce que certains mots apparaissent, comment est-ce qu'ils disparaissent aussi. Ça m'intéressait. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle Nom d'un animal, c'est-à-dire que bon, il y a un jeu de mots sur mon nom, je m'appelle Mouton, mais c'est le fait de porter à la fois, bon, il y a plein de raisons pour ça. C'est-à-dire que je porte un nom qui est celui de mon père, mais qui m'identifie autant à mon père que à un animal qu'on connaît. Donc, enfin, la filiation, elle est double. Et j'ai l'impression que, par exemple, le mot travail a une filiation, enfin, à cette même ambiguïté, voire même, enfin, mais qui est démultipliée. C'est-à-dire qu'en fait, toute personne qui emploie le mot travail, qui prononce le mot travail, l'emploie pour une raison différente, parle en réalité d'un travail assez différent. Enfin, les points de jonction sont finalement assez rares. Et oui, et le mot, ben voilà, je ne sais plus exactement ce que je voulais dire, mais c'était ça à peu près. Alors justement, on parlait du mot travail et de la façon dont il se démultipliait. Et précisément, il n'y a pas que le narrateur, que le jeu à parler. Il y a aussi un ministre à un moment. Je suis ministre et j'ai un point de vue. Je vais peut-être même pouvoir le lire. Oui. Les gens sont trop désoccupés. Ouais. Très bien. Je suis ministre et j'ai un point de vue. Les gens sont trop désoccupés. Je suis ministre et j'ai des idées. Par exemple, réduire le chômage de masse. Réduire la masse du chômage. Alléger le chômage au moins autant que le yaourt. Créer un chômage sans poids ni volume, un chômage diffus qui flotte dans l'air. On le hume à peine. Et certaines personnes l'identifient, ça sent le chômage par ici, mais pas toutes. Dans ma vision du monde, le chômage devient spectral, furtif, anodin, une miette de pain, un nuage de lait, le cadet de nos soucis, l'aiguille dans la botte de foin. Le travail prend du poids, du volume, du muscle, du gras, de l'importance. Le travail est partout, impossible de l'éviter. Il occupe même les arrière-boutiques et les voies de garage. Partout où l'on pouvait encore zoner, désormais, on travaille. Le travail a des tentacules hallucinants, des pseudopodes délirants. Le travail dégage des phéromones galvanisantes. Le travail est tellement partout qu'il est même dans le chômage. Les chômeurs seront bientôt des travailleurs comme les autres. Merci. Alors, outre qu'on a pu entendre l'humour dont on reparlera tout à l'heure, je trouve qu'il y a ici aussi quelque chose d'extrêmement juste sur la plasticité, même peut-être l'état gazeux du mot travail, qui finit par s'appliquer à tout. Ben, là, en l'occurrence, je crois qu'il y a quelques phrases. Là aussi, il y a une base documentaire qui est que j'ai pas mal écouté des ministres du travail notamment, pour savoir comment est-ce qu'ils parlaient du travail. Parfois ils sont cités, parfois pas, puis parfois c'est détourné, parfois c'est appliqué exactement. J'ai cette même position vis-à-vis de l'essai, c'est-à-dire que c'était pas mon objectif. En tout cas,
ma tentation n'était pas de devenir spécialiste du travail ou capable de produire un discours, mais vraiment produire en réalité un poème, c'est-à-dire quelque chose qui échappe à certains usages du langage, échappe au langage comme autorité ou comme purement production de sens, voire production d'intention ou reproduction d'intention. Et donc j'avais envie de faire passer aussi les phrases des ministres à l'intérieur de ça, voir ce qui peut leur arriver, c'est-à-dire ne pas seulement parler du... mettre tout le monde au travail, mais au travail du poème, même les ministres, voir ce qui leur arrive à eux. Donc, ce qui veut dire que finalement, donc peut-être une question justement sur le travail de l'écrivain et sur les outils du travail de l'écrivain, en l'occurrence les genres littéraires. C'est-à-dire que le poème pourrait accueillir donc des paroles de ministres. Ce qui dit comme ça, peut-être si on disait ça dans un cadre scolaire, on s'étonnerait peut-être. Mais même en réalité, au-delà même du cadre scolaire, un cadre personnel, enfin, j'étais pas sûr que ce soit tenable en réalité. C'est-à-dire que j'avais l'impression que c'est un endroit de parole tellement différent de celui du poème, le discours de ministre interviewé à la radio, ou enfin bon, bref, ou dans le journal, que je me suis dit, mais le poème va pas tenir. Et donc je me suis dit, oui, mais j'ai quand même envie d'essayer. C'est-à-dire, je pensais parfois même au-delà même du cadre scolaire, c'est-à-dire le poème comme quelque chose qu'on pourrait appeler aujourd'hui le safe space, quoi. Enfin, c'est-à-dire un lieu relativement préservé où on dirait que des choses avec lesquelles on serait plus ou moins en accord, ou en tout cas avec peu mais non, là j'avais envie d'accueillir des choses, voire des gens ou des paroles sans accord possible, voir ce qu'il en était. Et pour ça, je me suis dit, oui, mais peut-être que le poème précisément a cette souplesse-là cette souplesse ou cette capacité à prendre et à détourner, peut-être à opposer à la ruse du discours du ou de la ministre, une autre ruse qui serait celle qui serait un détournement poétique d'une certaine manière. Donc ce qui signifie qu'on a, avec Guillaume Poix, on a d'un côté le roman, mais gagé sur un solide travail documentaire. De l'autre côté, on a votre livre que je vais qualifier de poème, pour le dire très rapidement, ça vous va comme désignation. Mais en tout cas, une façon donc d'aborder le travail de manière assez juste, à travers ce qui en fait la substance de langage ou la substance d'expérience, mais avec des formes qui ne sont pas les formes de l'essai ou de l'enquête nommément, quoi. Et alors, j'aimerais poursuivre un peu sur cette question que vous avez abordée, Antoine Mouton, mais la poursuivre avec vous, Guillaume Poix, sur cette question du travail qui sera absolument partout. Il y a un terme qui revient, alors je crois que c'est un de vos personnages qui l'emploie, ou c'est le flux de pensée d'un de vos personnages, c'est le terme de porosité. Il semblerait que pour, en tout cas, des personnes qui travaillent dans un cadre qui est celui du cadre pénitentiaire, il y ait une espèce de porosité, de dilution des barrières entre la vie privée et la vie professionnelle, que le temps soit totalement colonisé. Il y a un moment, il y a un personnage qui est d'astreinte à un moment. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette espèce de prolifération du travail? J'ai l'impression que c'est une expérience commune. Enfin, peut-être que si on s'interrogeait les uns les autres, on est tous traversés par notre travail en sachant plus très bien, et peut-être c'est lié à la technicité contemporaine, à nos modes de relation, à l'évolution du monde du travail lui-même, qui implique cette porosité-là. Dans le cadre des surveillants pénitentiaires, effectivement, il y a des éléments techniques qui sont ceux du rythme, ceux notamment, comme vous le disiez, de l'astreinte, et puis de la variation des rythmes, c'est-à-dire que vous pouvez travailler de jour et de nuit. Donc forcément, votre travail occupe et vos jours et vos nuits. Et alors même que le travail est comme circonscrit à une zone qui est une zone de claustration, qui est une zone imperméable, où vous devez passer un certain nombre de seuils pour pouvoir atteindre votre poste de travail, et où vous vous sentez débarrassé aussi de vos outils numériques, donc totalement isolé, donc à votre tâche uniquement. Alors même que ce travail-là, dont on pourrait supposer qu'il induit comme ça une espèce de répartition très claire entre le temps et l'espace par rapport à la vie personnelle, en fait, effectivement, il colle à la peau, c'est ce qui m'a été souvent dit. Il colle à la peau d'abord parce que vous avez un uniforme, que donc vous portez sur votre corps votre travail. C'est un uniforme qui est lourd, notamment avec le gilet pare-lame, avec les chaussures de sécurité qui s'appellent des Magnum. Donc en fait, il y a aussi un rapport très concret à comment le corps est impacté par
les attributs du travail. Et évidemment que ce qui se passe en détention peut être très violent, très marquant. Il y a beaucoup de scènes qui peuvent être très envahissantes du point de vue psychologique et que donc on ne repart pas du travail en laissant ça derrière soi. Donc le roman essaye de rendre compte de ça, et c'était d'ailleurs peut-être ce qui m'intéressait le plus quand je rencontrais les surveillants, les surveillantes ou la chef d'établissement, les directeurs et directrices de détention, c'est quand ce travail vous quitte-t-il et vous quitte-t-il parfois. Et la grande réponse était souvent, c'est pas si simple de le dire, parce que c'est un travail qui colonise aussi l'espace public. Beaucoup de surveillants dans des parfois vivent dans des zones qui ne sont pas des immenses villes et peuvent croiser et leurs collègues et des détenus qui sont sortis. Donc il y a comme ça aussi une colonisation. La prison, elle a vocation à la fois à ne plus être prison et donc à sortir d'elle-même. Et donc les surveillants pénitentiaires sont confrontés au fait que tout à coup ils recroisent des gens qu'ils ont croisés auparavant dans des situations très particulières qui étaient celles de la détention. Et il y a ce dont je parle aussi, qui est cette espèce de radar que ces surveillants pénitentiaires ont, c'est-à-dire qu'ils scannent la vie sociale et l'organisation qui est la nôtre, ils scannent les autres avec ce prisme-là du délit, du crime, des comportements qu'ils jugent délictueux. Et cette chose-là, puisqu'ils me disaient eux-mêmes qu'ils ont une représentation complètement déformée du réel, puisqu'ils voient ce qu'il y a de plus dur, de plus tragique parfois, la détresse humaine, forcément, quand ils sont dans l'espace public, eh ben, ils ne peuvent pas oublier ce filtre-là, qui vient tout pervertir d'une certaine manière dans leur perception du monde. Donc, ça, ce sont tous les impacts que le travail génère et qui fait que vous êtes un autre, vous devenez un autre, vous vous voyez devenir un autre. Et ça, je trouvais ça très passionnant. Alors évidemment que c'est un travail particulier, d'une radicalité particulière qui n'est pas la nôtre à tous et toutes, mais qui, je crois, dit quand même quelque chose. Et c'est pour ça que vous parlez de la scène centrale du livre, qui est un grand banquet, puisque en service de nuit, les surveillants qui de jour sont à peu près une centaine ne sont plus la nuit qu'une dizaine, dînent ensemble, et c'est un moment de camaraderie, de convivialité. Et pour moi, c'est l'un des moments qui parle le plus de nous tous, c'est-à-dire de comment on tente de faire communauté au travail aussi, puisque le travail, là on en a vu les pans néfastes, mais il y a aussi dans ce travail-là de surveillant une famille. Il y a la possibilité d'advenir, de s'accomplir, de construire un lien, de trouver un sens à son existence, et ça, c'est pas rien. Et c'est aussi ce que le roman essaye de raconter dans un milieu qui pourrait paraître contre-intuitif, de se dire qu'on va trouver du sens en étant surveillant pénitentiaire, du sens à sa vie. Peut-être que ça paraît contre-intuitif, alors qu'en fait, c'est ce qui a été, je crois, le plus frappant et le plus bouleversant pour moi dans le travail d'échange. Alors justement, il y a aussi un mouvement, si je veux dire, une position antithétique, c'est-à-dire d'un côté, pour ceux qui connaissent la prison et qui sont intimement, il y a cette colonisation, cette expansion ou cette emprise psychique, mais d'un autre côté, ceux qui produisent des discours officiels sur la prison, et ça revient très souvent chez vos personnages, on constate au mieux une méconnaissance criante, au pire une forme de complaisance. Oui, parce que par exemple, les magistrats, les magistrats passent peu de temps en détention. Ce qui est un problème, ce qui devrait évidemment nous interpeller davantage. Les avocats vont plus souvent en détention. Les magistrats, malheureusement, au cours de leur carrière, et vu la surcharge de travail énorme face à laquelle ils sont, vont peu en prison et donc ne sont pas toujours en lien concret et précis avec les conditions de détention des lieux dans lesquels ils vont envoyer eux-mêmes un certain nombre de personnes. Donc les surveillants pénitentiaires, ils sont d'une certaine manière au bout de la chaîne pénale. Ce sont eux qui se confrontent aux décisions politiques, aux décisions de justice aussi, et qui en subissent les conséquences. Et ce que j'ai eu l'impression d'observer de leur part, et ce que le roman essaye de raconter, c'est aussi ces degrés, ces distances variables qu'on a avec le fait carcéral, et en racontant la vie de ceux qui sont au plus proches, et qui, dans une institution, côtoient des gens qui sont à la fois là, mais un petit peu plus loin. Il y a des changements de situation radicaux. C'est-à-dire que quand vous êtes en sous-effectif dans une maison d'arrêt surpeuplée avec un taux de remplissage de 200%, avec des cellules de 2, 3, voire 4 détenus avec des matelas au sol, et que c'est ça que vous devez concrètement gérer
toute la journée. Le discours ultra sécuritaire par exemple, de proposer de louer des places de prison à l'étranger, de construire davantage de prisons, de continuer de généraliser la comparution immédiate pour les mineurs, d'une certaine manière d'accroître la politique pénale qui est très pourvoyeuse d'incarcération. Quand vous êtes surveillant, ce discours-là, vous avez du mal à ne pas avoir un regard critique là-dessus et très avisé. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est à quel point nous sommes tous dans une ignorance et une méconnaissance, et vraiment moi le premier. Moi j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, il m'échappe encore beaucoup de choses, mais je pense que c'est une des raisons qui fait que la situation des prisons aujourd'hui en France est catastrophique et extrêmement tragique et alarmante. Il y a à peu près 3 détenus qui se suicident en prison, un détenu tous les 3 jours, pardon. Il y a eu 120 suicides en 2025, c'est énorme. Et ça, on ne le regarde pas vraiment en face, et on continue à être polarisé dans l'espace public et dans l'espace politique et médiatique sur l'accusation d'une justice laxiste versus un penchant plus humaniste qui voudrait battre en brèche le caractère sécuritaire de gouvernements trop sécuritaires. Mais il me semble que ce balancier-là est une impasse. Et ce qu'essaye de raconter le roman, c'est que sont sacrifiés sur cette polarisation-là les travailleurs qui sont au premier plan et qui essayent de faire tenir une institution qui est absolument prise dans ce mouvement de contradiction. Alors justement, ça c'est quelque chose que permet la structure dialogique, polyphonique de votre livre, de faire entendre ça. Et plus largement, ça nous ramène à ce qui est une des constantes quand on parle du travail, des travaux, ou plus des travails, si j'ose dire, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, des différentes formes de travail, c'est-à-dire c'est l'ignorance des profanes. Quiconque est à l'extérieur d'un travail particulier n'en connaîtra pas le langage, n'en connaîtra pas les mécanismes, et finalement ne pourra produire que des approximations. Et peut-être qu'un moyen de lutter contre cette ignorance, c'est, j'en reviens à vous Antoine Mouton, c'est précisément de travailler sur la langue, sur le langage, et de faire, peut-être pas nécessairement rendre gorge à la langue, mais rendre quelque chose à la langue. Vous jouez énormément sur les mots dans votre livre. Alors je vais juste lire un exemple, il y en a plein d'autres, mais... Témoignage, autrefois j'employais des mots, je les ai virés. Pourquoi dit-on des chômeurs qui sont des demandeurs d'emploi? Les célibataires sont-ils des demandeurs de couple? Est-ce qu'on ne parle que pour demander quand on n'a pas? Je pourrais continuer. Un jour j'ai remboursé un trop perçu. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de taxer les défauts de perception? Et un dernier, un jour j'ai touché des indemnités de licenciement. C'était gluant, ça m'a collé longtemps. Alors au-delà du pur plaisir de lecture, du jeu sur les mots, il me semble que ce travail qui consiste à écouter la langue dans ce qu'elle a de plus profond fait surgir un certain nombre, sinon de vérités, au moins un certain nombre d'éclairages qui permettent peut-être de dissiper un peu cette ignorance. L'idée, oui, pour moi, c'est que le poème est quand même j'appelle ça poème, est quand même un lieu, c'est-à-dire un espace critique, enfin un espace aussi, un espace où quelque chose de critique est possible, un espace en crise, où un mot peut entrer en crise, enfin c'est peut-être ce que tu disais de gazéification à un moment, enfin mais il y a le poème, enfin les mots à l'intérieur du poème peuvent avoir des vitesses différentes, peuvent s'attarder, peuvent mettre un masque, peuvent se renverser, peuvent se trouver une sorte d'issue par la littéralité, peuvent même échouer en fait aussi à faire effet. Et ça, c'est ça qui m'intéresse vraiment dans le poème, c'est-à-dire c'est réellement de, alors je dirais lancer un mot, mais ça signifierait que je suis en maîtrise absolue du truc, mais peut-être quand même lancer un mot et le suivre et voir un peu ce qu'il advient de lui, et peut-être un petit peu pendant le temps du poème jouer avec lui, voir comment avec lui quelque chose peut se faire de transitif, de double, c'est-à-dire le mot me fait quelque chose, mais j'agis aussi un peu sur le mot, et voir comment est-ce qu'on sort de là, quoi. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est des traversées à chaque fois, c'est des espaces qu'on traverse.
ces espaces qu'on traverse, avec des mots, il y en a plusieurs. Peut-être pourrait-on prendre un exemple qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il est à la fois, il permet d'aborder une autre facette de cette question du travail dont on parle, celui de la souffrance. Il permet également d'aborder la façon dont les mots peuvent servir de camouflage, de justification et d'explicitation. Tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est le burn-out. Peut-être pourrais-tu nous dire quelques mots sur la façon dont... Quelques mots, c'est le cas de le dire, sur la façon dont tu l'as abordé. Mais là, par exemple, je me suis dit que j'allais me traiter de la même manière que je traitais les ministres que je faisais entrer dans les poèmes. C'est-à-dire que j'avais vis-à-vis du mot burn-out une sorte de réticence, enfin, n'en ayant pas vécu moi-même. Et puis quand quelqu'un que je connaissais l'utilisait, je trouvais ça louche, en fait. Je me disais, tiens, que vient faire ce mot-là? Pourquoi est-ce qu'il est en anglais? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça... Voilà. Et c'était une époque où je lisais énormément enfin énormément. Je lisais le journal de Kafka et j'étais très marqué par la dimension anti-autoritaire de son écriture, c'est-à-dire qu'il entrait dans quelque chose où il affirmait des choses. Mais aussitôt, il les inspectait. Il inspectait ce qu'il venait d'affirmer pour défaire, décomposer une certitude. C'est-à-dire que le journal, en tout cas pour lui, était un lieu de défaite, où quelque chose se défaisait. Et je me suis dit, bah oui, moi j'aimerais vraiment tenter de faire cette chose-là, défaire ce que je pense d'un mot. Pour pouvoir justement un petit peu l'accueillir, quoi, enfin lui ouvrir un peu la porte. Enfin, c'était de la même façon que j'avais ouvert la porte à des phrases de ministres. Je me suis dit, bah oui, je vais faire un poème pour accueillir ce mot, qui est peut-être plus jeune que nous, parce que le mot travail est, disons, plus vieux, mais le mot burn-out me semble assez récent. Enfin, je sais pas trop. Mais je me suis dit, bah oui, lui, on peut lui faire il peut faire une entrée, d'une certaine manière. Voilà, c'était ça l'idée. Et c'était moi-même mettre en crise mes certitudes, être petit à petit, par le biais de l'autre, par le biais de la parole de l'autre, trouver comment accorder crédit. Mais c'est même pas une question de crédit, parce que c'est pas cette question-là. C'est reconnaître la présence du mot burn-out dans la langue. Alors cette fonction critique justement du poème, cette fonction critique de l'écriture, si on prend le terme critique et qu'on le pousse un petit peu dans le rouge de la colère, ça me met un autre passage de ton livre où il est question de colère. Alors c'est libellé de la façon suivante, j'ai pas noté la page, mais ta colère n'a pas lieu d'être, donc ta colère n'a pas lieu, quelque chose comme ça. Et je me posais la question, est-ce que la fonction critique du poème peut porter une colère, une contestation contre ce qui est le scandale de la souffrance au travail, ou pour formuler les choses de manière vraiment vraiment brutale, est-ce que on peut envisager un poème politique, un poème qui est une force de contestation politique? Oui, c'est-à-dire que moi j'ai l'impression quand même, alors peut-être politique au sens où se déjouer quelque chose, mais plutôt qu'il ne s'agirait d'établir un pouvoir. Enfin, c'est-à-dire que je crois qu'il y a vraiment la possibilité par là-dessus, enfin, c'est-à-dire que toutes ces questions, justement, du lieu d'être, etc. Bon, c'est vraiment ce qui a lieu, enfin, ce qui n'a pas lieu d'être n'a pas lieu. Enfin, ça vient vraiment de Derrida, en fait, de sa réflexion sur comment le Cora, comme ça, enfin, c'est-à-dire la question vraiment du lieu. Et ça a été repris beaucoup par Marie-Josée Monzin dans Confiscation sur l'utilisation du mot par la politique radicalité. Enfin, et en fait, le fait que ce mot a été comme confisqué par le pouvoir de la façon dont communément nous, disons humains, l'utilisions, quoi, enfin francophones, et pour en faire autre chose, pour en faire quelque chose avec une visée. Et je crois que oui, enfin ça, moi, c'est un truc qui m'intéresse par l'écriture, de tenter de déconfisquer certains mots, ou de les défaire de certaines emprises. Et le mot travail, bon, est quand même pris dans beaucoup d'emprises diverses, de jeux de pouvoir. Et c'est là pour moi que se situe, disons, la dimension ou la possibilité politique du poème, d'en refaire, de refaire de certains mots un espace commun, quoi. Cette fonction critique du poème, cette fonction critique du mot, elle peut trouver une autre forme, une forme qui n'est
Ouais, si, qui est peut-être aussi une forme poétique, en tout cas une forme orale. Alors je pense à vous, Guillaume Poix. C'est la grande scène dont on parlait tout à l'heure, la scène de banquet, la scène de dévoration de lasagne et du tiramisu aussi. Et les personnages je vais parler un peu oralement, comme eux, se lancent des vannes les uns aux autres, se lancent des surnoms, quoi. Ils essaient de voir jusqu'où ils peuvent aller trop loin, jusqu'où ils peuvent ne pas aller trop loin. Ils se racontent aussi, ils racontent beaucoup leur propre histoire. Et j'ai l'impression que cette oralité était une façon pour eux de s'approprier l'institution, de la faire leur, et peut-être aussi de retrouver en anglais ou en mauvais français, on parlerait d'agency sur leur propre histoire. Oui, oui, c'est très juste. Je pense que c'est un moment très particulier puisque c'est un moment dans une temporalité qui est une anomalie. Travailler de nuit, ça reste quand même une anomalie. Bien sûr que beaucoup de gens travaillent de nuit, mais je veux dire, pour la majorité des personnes, par rapport à notre rythme biologique, ça reste une anomalie. Et donc, c'est un moment où tout à coup, il faut dire aussi qu'il n'y a plus de hiérarchie. La journée, les surveillants sont sous le regard, beaucoup de leurs collègues, de la hiérarchie, de la vidéosurveillance. Et la nuit, là, ce moment-là se passe dans la zone, dans la salle de convivialité, qui est la salle qui appartient aux surveillants, où ils peuvent se détendre, être en pause. Donc c'est un moment qui est sous les regards et de la hiérarchie et de la vidéosurveillance. Donc c'est un moment où la transgression devient possible aussi. Ça, j'avais à cœur de le raconter, que quiconque met un pied dans une maison d'arrêt ou dans un lieu de privation de liberté, en 5 minutes, est déjà en train d'élaborer des stratégies pour pouvoir transgresser. Donc on s'étonne que les téléphones, le deal, tout ce qu'on veut, mais ça s'appelle tout simplement survivre et ça s'appelle l'humanité que de tenter de se défaire des contraintes que la claustration fait peser. Et ça, c'est un élément que j'ai perçu chez les surveillants aussi. C'est-à-dire que c'est un moment où ils vont pouvoir reprendre le pouvoir précisément sur l'institution, sur la hiérarchie, sur ce qu'ils subissent du travail. Et c'est un moment où le collectif reprend tout son sens. C'est-à-dire que à la fois on retraverse son expérience, on transmet l'expérience aux jeunes, puisqu'il y a dans le roman un stagiaire, des nouveaux qui reviennent, donc il y a comme ça une circulation des histoires qui est vraiment quelque chose pour moi de très anthropologique, de se réapproprier son existence et personnelle et commune, donc de retrouver une certaine forme de pouvoir sur son histoire. Et ça, je trouvais que c'était absolument magnifique. Enfin, je trouvais que c'était précisément l'en dehors du travail, c'est-à-dire l'endroit où théoriquement le travail n'est pas censé nous donner le temps de ça. Et je fais juste une insiste par rapport à tout à l'heure. Au fait que la porosité dans la pénitentiaire aussi, certains vivent aux abords des maisons d'arrêt, des lieux de détention. C'est-à-dire qu'il y a des logements de fonction qui sont aux abords immédiats. Et donc, quand on vit en voyant son lieu de travail, c'est aussi une manière d'empêcher la distinction nette entre le lieu de travail et le lieu de vie, puisqu'ils se confondent par aussi la mécanique des astreintes dont on parlait. C'est une parenthèse, mais effectivement, ça, je trouve que c'est pour ça que c'est un passage important pour moi dans le livre, puisque c'est une manière de transmettre par-delà les murs de la prison, de murmurer au monde ce qui se fomente, y compris auprès de celles et ceux qui sont censés garder ces murs, ce qui se fomente pour essayer de les ébranler, ces murs, pour essayer de les abattre d'une certaine manière. Alors, un travail justement, c'est aussi une institution, en l'occurrence donc la prison. Et ce qui m'a beaucoup frappé, et pour poursuivre un peu ce que vous venez de dire, c'est qu'on a l'impression que ça ne tient que, non pas parce que ça serait l'ordre absolu, mais parce qu'il y aura un équilibre entre ordre et désordre, entre ces petites zones de transgression et puis cet ordre général où tout est ultra surveillé, où toutes les procédures sont hyper détaillées. Oui, je pense que c'est absolument ça. C'est-à-dire que ça ne peut tenir que parce qu'il y a conjointement un mouvement de respect et un mouvement de démolition.
C'est-à-dire que c'est comme ces deux forces à l'œuvre qui font que le lieu est pris dans cette gangue-là de respect absolu de l'autorité, des protocoles, de la routine, de la répétition, du fait que c'est une espèce de flux perpétuel de la répétition des mêmes choses, et en même temps cette tentative de le mettre à bas parce que c'est insupportable de recommencer une journée où tout recommence, alors même que précisément tout va recommencer différemment. Il me semble qu'on a parlé de ça tout à l'heure, mais sur la question de la routine et de l'exceptionnel, je pense que vous en parliez en préambule, c'est ça qui m'a beaucoup frappé en détention, c'est à quel point c'est un lieu qui est traversé par le rituel, c'est un lieu extrêmement ritualisé, où précisément la nouveauté n'a pas lieu d'être, et en même temps c'est un lieu qui est en permanence sur le qui-vive du fait de surgissement de l'exceptionnel, c'est-à-dire qu'on doit gérer l'incident dans la routine, et ça, je pense que ça met au travail d'une manière très particulière. Sans doute qu'il y a des burn-out aussi beaucoup parce que ça met dans un état d'inquiétude, un état aussi de lassitude. J'ai vu beaucoup de personnes qui sont lasses de ce travail, du fait de cette répétitivité sur les coursives, du rythme du jour qui est immuable, avec les mouvements qui se font toujours au même moment, les promenades qui se font toujours au même moment, donc cette espèce de cycle qui est aliénant aussi. Et en même temps, quand survient l'incident, il y a un paradoxe, une excitation, et en même temps, le souvenir que tout peut changer et que donc tout peut s'effondrer et que donc le mouvement de conservation l'emporte puisqu'il s'agit de juguler l'incident. Et parfois, il l'emporte même de manière presque instinctive et presque à contre-cœur presque de ce que certains surveillants pourraient souhaiter, que enfin quelque chose pète au-delà de ces murs pour que le grand public prenne conscience du caractère intenable de l'institution. Et je pense que ce conflit de loyauté, en fait, que tous les surveillants éprouvent, que nous éprouvons sans doute tous dans beaucoup de structures de notre vie, il est particulièrement important chez les surveillants parce qu'il y a peu de travail où un acte a une responsabilité aussi importante. C'est-à-dire que ne pas entendre la supplication d'un détenu, ne pas donner une cigarette, ne pas prendre au sérieux une demande peut avoir des conséquences tragiques, et que les surveillants sont constamment confrontés au caractère tragique de leur responsabilité, ce qui, du coup, je pense, est aussi une position psychique presque intenable. Alors ce conflit-là, derrière le conflit que vous décrivez, il y a un autre conflit qui est sous-jacent, et dont vous avez un peu parlé, c'est celui qui oppose le singulier et le collectif, l'individu et le collectif. Et ça m'amène à vous, Antoine Mouton. J'étais très frappé par le fait que dans votre texte, il y a d'une part un jeu très marqué, sans doute autobiographique, il est question du père, et d'un autre côté, il y a une volonté d'aller vers une langue qui serait une langue englobante, une langue collective. Il y a tout peut-on appeler chapitre, une section, disons, intitulée Les gens, légendes. Et voilà, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette tension, de cet équilibre entre le collectif et le singulier, tension qui est peut-être propre au travail? Oui, et je pense même propre à l'usage du pronom je, en fait. Enfin, c'est-à-dire que tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un narrateur, et je pense qu'il n'y a pas tant un narrateur qu'un pronom. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a la même valeur que le mot travail, c'est-à-dire que je lance le mot jeu là-dedans, et de temps en temps, effectivement, c'est moi, je m'y retrouve, disons, dans ce jeu, et de temps en temps, je laisse passer quelqu'un d'autre dedans, ou quelques autres personnes à travers, et parce qu'en fait, disons que jeu, c'est quand même oui, enfin, c'est une fiction à travers laquelle on passe plus ou moins tous et toutes, enfin, il y a quelques exceptions, mais c'est quelque chose à quoi on cessait à dire je, finalement. Et c'est là-dessus, moi, je trouve, il y a quelque chose qui me touche beaucoup dans ce pronom. Je me dis, bah oui, c'est drôle, en fait, c'est quelque chose qui me singularise, et à la fois, tout le monde y est. Donc, c'est peut-être par le jeu que je trouve tout le monde. Et alors j'ai tenté autre chose, c'est-à-dire il y a un autre personnage, disons dans le livre, il y a le mot travail, il y a je, il y a mon père, et puis il y a les gens aussi. L'usage, enfin, notamment dans le titre de cette section qui s'appelle Les gens, légendes, mais on les retrouve tout le temps. En fait, ils ouvrent le livre avec nous étions chez des gens absents. Il commence par être absent, c'est plus simple. Mais les gens, qu'est-ce qu'on dit quand on dit les gens? Qui on met dans les gens? Comment est-ce qu'on emploie aussi ce mot les gens? Et comment est-ce qu'on résout? Alors résoudre, c'est vraiment non, pas résoudre, mais en tout cas, comment est-ce qu'on raconte cette
tension en fait entre le singulier et le collectif, entre je et nous, entre je et les gens, entre ça m'intéressait beaucoup. Peut-être aussi, et ça vient vraiment d'une sorte de réflexion que j'ai eue sur mon propre nom, le fait oui, que ce soit à la fois un nom propre et un nom commun, mon nom de famille, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est les deux. Ça me singularise et ça me met aussi dans le monde, ailleurs, quoi. Enfin, ça m'affilie à des animaux. Ce qui revient donc à ce dont on discute depuis tout à l'heure, dans quelle mesure un travail qui est quelque chose, je fais un travail quelconque, si je suis surveillant pénitentiaire par exemple, je suis moi-même, en même temps je suis un surveillant pénitentiaire parmi d'autres. Oui, ben, en fait, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi toutes ces tentatives de définition, c'est-à-dire de mettre des bords, quoi, autour de ce que nous sommes. Enfin, c'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'avais tenté dans un roman, Le metteur en scène polonais, où tous les personnages étaient définis par leur fonction. Ben, le personnage principal était metteur en scène et leur origine. Le personnage principal était polonais. Et il y avait la scénographe hongroise. Il y avait, voilà, tout le monde était comme clos sur ces deux noms et tenter d'agir ou tenter de vivre à partir de là, quoi. Et j'ai l'impression que quelque chose cessait à cet endroit, enfin, avec le mot je, avec les gens et avec le mot travail. Qu'est-ce que c'est que je travaille? Qu'est-ce que je peux dire de la vie, de ce qui est vivant en moi, avec ces deux mots, avec je et travailler? Et alors peut-être aussi que ça fonctionne en négatif. J'évoquais tout à l'heure en présentant ton texte le fameux texte de Melville, Bartleby, et j'y pense beaucoup en te lisant. Il y a notamment une section dans laquelle alors c'est le personnage qui dit je, appelons-le je, tout simplement décide de vivre dans un ascenseur. Donc, il déplie tranquillement son sac de couchage, il gonfle son traversin, quoi, et puis il s'installe, il fait à cuisiner. Si les gens prennent l'ascenseur, bon, il leur offre à manger, il essaie de discuter. Et j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de volonté de se soustraire au travail ou de prolonger peut-être la leçon de Bartleby, mais de façon non tragique. Une façon de résister au travail sans faire de bruit, un peu par le silence. Oui, ça fait partie ça fait partie des quelques cas particuliers. C'est-à-dire il y a dans le texte des toutes petites histoires. En fait, il y a l'histoire de ce jeu dans l'ascenseur, quoi, de cet homme dans l'ascenseur. Mais il y a aussi une femme qui reçoit une météorite sur ses genoux. Je sais plus comment. Anne Hodges, qui a vraiment existé. Elle regardait la télé, puis elle a eu une météorite sur ses genoux. Elle était un petit peu agacée parce qu'elle voulait continuer à regarder la télé, mais il y avait les journalistes qui venaient la voir. C'est toutes ces questions. Et il y a un poète d'extrême droite, enfin, ça c'est une expérience vécue, c'est-à-dire que j'ai rencontré réellement un poète d'extrême droite et c'était vraiment la première fois que j'en rencontrais un. Et alors c'est compliqué parce qu'en fait moi je me reconnaissais dans le mot poète et puis soudain il y a ce poète d'extrême droite. Donc je me suis dit bah, qu'est-ce qui fait que ce mot nous est commun en fait. Enfin, donc oui il y a vraiment toutes ces. Alors Bartleby oui le fait de ne pas. C'est des tentatives en fait. C'est pour cet homme dans l'ascenseur il y a cette idée de tenter une vie à un endroit. Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ça s'invente? Non tragique. Non tragique, je sais pas, ça finit pas terriblement, mais enfin ça finit pas non plus. C'est dramatique, disons. Il y a quelque chose quelque chose du drame de la vie, quoi. Mais disons sans les grandes orgues. Mais alors voilà peut-être un terme qui t'intéresse beaucoup, puisque là vous aurez compris qu'on parle d'une façon de contourner le travail. Un terme qui revient à plusieurs reprises sous forme de verbe ou sous forme de nom, c'est déviation et dévier, qui est un. Oui, parce que par rapport au travail, moi, une des choses qui m'a le plus intéressé et qui m'a le plus intéressé dans ma vie dans les moments où je travaillais, c'était justement les chemins que je faisais pour aller au travail et les chemins que je faisais pour en revenir. Et ça, j'ai eu l'occasion récemment d'en discuter avec une spécialiste des mobilités ou quelque chose comme ça dans la région des Monts du Pilat, où je présentais le livre. Et on a beaucoup discuté des déplacements. Et j'ai l'impression que presque, d'ailleurs finalement, enfin, moi en tout cas, ce que je retiens de ce que, par exemple, mon père disait du travail, c'était il me racontait plus je vais au travail ou je reviens du travail que ce qu'il avait fait quand il avait travaillé. C'était vraiment le chemin qui semblait être le plus habité,
le plus vivant, le plus personnel, ou je sais pas, le plus traversé, le plus oui, voilà. Et moi-même, j'ai un souvenir tellement. En fait, c'est ce qui me manque le plus, c'est les chemins pour aller dans les différents endroits où je travaillais, notamment à la colline. C'est-à-dire, j'ai un souvenir comme ça. Je rentrais à minuit du Père-Lachaise, je rentrais à pied avec mes sacs vides parce qu'à l'aller ils étaient pleins, puis au retour ils étaient vides. Mais par contre, j'avais de l'argent sur moi, donc il y avait une sorte de petite tension comme ça parce que je devais rapporter l'argent à la librairie de laquelle voilà. Et je longeais le cimetière et je passais ma vie. Alors je chantais à tue-tête et je passais ma vie à regarder les fenêtres allumées et ce que je pouvais apercevoir à travers les fenêtres. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais profondément et qui, pour moi, était le travail, en fait. Enfin, et symbolisait précisément le travail. Bon. Mais ce que je veux dire par là, je ne sais plus exactement. Mais, mais non, mais parce qu'en fait, aller au travail, la déviation, oui. Bah, c'est-à-dire que, en fait, un jour, oui, il y a aller au travail et puis il y a ne plus y aller. Il y a quand même cette chose-là et qui défait finalement le mot travail dans une vie. C'est-à-dire que c'est soudain on se passe d'un chemin. Et je crois, enfin oui, j'ai l'impression que ça fait partie des possibilités de penser. Enfin, ce qui m'a permis de penser le travail, ça a été de penser que je ne travaillerai plus. Par le négatif, donc. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors peut-être pour finir, donc une dernière question pour toi Guillaume, et après laisser un peu la parole au public. Une dernière question, on a parlé de chemin là. Alors le chemin dans une représentation cette fois moins déviante du travail, c'est peut-être la vocation, ce qui va mener à choisir. Et ça c'est une grande question que pose ton livre, et je dirais qu'elle se pose sous deux formes. D'abord sous la forme que tu as évoquée tout à l'heure, c'est on se dit mais comment peut-on être surveillant? C'est la pire des choses, comment peut-on choisir ça? Doit être vraiment forcé. Donc première question que je te pose. Et deuxième question, il y a un personnage, Bianca, qui, elle, choisit ça en connaissance de cause et d'une façon utopique. Ouais, si tu pouvais revenir un peu sur cette question de vocation. Oui, elles sont très ironiques en fait dans le milieu de la pénitentiaire parce qu'il y a beaucoup de surveillants il y a des dynasties dans la pénitentiaire, c'est-à-dire qu'il y a des surveillants de père en fils et de mère en fille puisque c'est un métier qui s'est beaucoup féminisé récemment. Il y a une intégration par l'échec, pour le dire de manière frontale, c'est-à-dire des personnes qui ratent des concours, qui voulaient être commissaires de police, qui voulaient être magistrats et qui, parce que c'est un concours qui recrute à des degrés moindres, réussissent le concours de surveillant pénitentiaire et embrassent cette carrière par nécessité. Puis, toute la question qui est en fait celle que travaille le roman, c'est pourquoi on reste plutôt que pourquoi on vient. Parce qu'en fait, on a tous envie d'y aller. Et je dis ça, en fait, la prison fascine. Et cette fascination est un piège. Elle fonctionne comme un piège dans notre imaginaire. Et c'est sans doute aussi ce qui explique sa sclérose. Donc la question, c'est pas tant pourquoi on vient, mais pourquoi on reste. Et on reste pour des raisons en fait assez ordinaires, c'est-à-dire parce qu'on trouve une famille, parce qu'on trouve du sens à ce qu'on fait, parce qu'on s'aperçoit qu'on a une place primordiale, c'est-à-dire que si on n'est pas là, il y a une désorganisation et il y a péril en la demeure, pour le dire très frontalement. Et cette sensation de trouver une place, moi je la respecte fondamentalement, puisque je trouve que c'est magnifique d'avoir un métier qui a ce sens-là, outre que ce qui se passe en détention est, je dois le dire, passionnant. C'est-à-dire qu'il y a une intensité de la relation humaine qui est très particulière. Les enjeux sont cruciaux. Vous êtes face à des gens qui ont des parcours très complexes, très variés. Vous vous confrontez à la violence, à la détresse, à la souffrance. Donc ces choses-là, elles peuvent elles peuvent vous donner une énergie, elles peuvent vous donner l'impression que vous comptez et que se confronter à ça, c'est pas rien. Il y a aussi le fait, peut-être on reste aussi parce que le métier a beaucoup évolué. Les conditions socio-économiques de ce métier ont évolué. C'est un métier ce qui est une anomalie, ce qui est comme une anomalie structurelle de cette institution qui va vers le soin, puisque c'est la grande notion de notre époque, la question du soin et tout ce qui est, on trouve du soin même dans ce qu'il y a de plus maltraitant. Eh bien, le métier de surveillant pénitentiaire devient un métier de soins par défaut, par manque de moyens, par effondrement de l'institution psychiatrique, puisqu'il y a à peu près 30% de détenus qui devraient être soignés en institution psychiatrique et qui se retrouvent incarcérés, et que donc vous vous retrouvez quand vous êtes surveillant pénitentiaire à vous en avez parlé, être pompier, être infirmier psychiatrique, être assistant social, être policier. Et cette polyvalence-là rend le métier
paradoxalement plus attractif, c'est-à-dire que vous savez que vos journées ne vont pas se ressembler et que la place que vous avez, elle est avant tout basée sur la relation humaine. Et moi, je n'ai rien à en dire de ça à titre personnel, mais ce que j'ai constaté et ce qui m'a interrogé, c'est pourquoi moi, j'ai envie de retourner en détention chaque fois que je vais en immersion. Pourquoi je continue à être attiré par ce lieu-là et pourquoi je m'y attache. Et je pense que c'est ça la grande question pour les surveillants pénitentiaires, c'est pourquoi rester. Il y a un personnage, je crois, qui n'est pas surveillant. Je me demande si elle n'est pas en charge d'unité sanitaire, mais qui justement s'est dit, elle est venue une fois, elle s'est dit plus jamais, puis elle n'a pas cessé de revenir. Oui. C'est la médecin légiste. C'est ça. Ok, ben écoutez, merci. Alors peut-être, on va faire travailler un peu le public. Peut-être y a-t-il des questions pour les deux auteurs sur les questions qu'ils ont abordées, justement. Enfin, non? Une fois? Deux fois? Ah, oui. Merci beaucoup de vos interventions. Alors, je voulais réagir sur une petite chose et puis venir sur une deuxième. Je vais être très rapide. La petite chose, c'est on a eu l'impression que l'un et l'autre, alors que vous êtes quand même assez outillés intellectuellement, etc., vous étiez très en retrait sur le fait de faire ce que font des sociologues, etc., en disant on n'est pas essayiste. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher, en vous écoutant tous les deux, de trouver que vous aviez, en tout cas du côté de votre démarche de recueil de traces, d'observation, etc., beaucoup de points communs avec ce qu'on peut faire en sociologie, plus précisément en anthropologie, en ethnologie, etc., et notamment dans votre attention au code, aux rituels, aux transgressions, et ainsi de suite. Donc moi, c'est une chose qui m'a vraiment frappé. Et ce qui différencie, c'est ce que vous avez dit, c'est que vous n'avez pas d'ambition de production de connaissances et de production théorique. Mais pour la première moitié, j'allais dire, de la démarche, il y a des choses qui ressemblent terriblement à ce que peuvent faire Norbert Alter en entreprise, à ce que peuvent faire différents auteurs. Donc c'est juste une petite remarque et juste une contribution aussi, puisque vous êtes l'un et l'autre des auteurs qui ont des proximités avec le théâtre. En fait, dans les champs du théâtre, il y a dans les décennies antérieures, des gens comme Michel Vinaver ont beaucoup travaillé sur les questions du travail. J'avais eu la chance de faire un entretien avec lui, que je pourrais vous passer si ça vous intéresse, qui était dans Art Press, et en lui disant, mais pourquoi travailler sur les champs du travail? Ça lui était reproché par ses enfants et ainsi de suite. C'est chiant, c'est quoi, etc. Et il disait, mais je travaille pas sur le travail n'est pas un sujet. Le travail, c'est un champ de force. C'est-à-dire qu'il regardait ça de la même façon que dans la tragédie, la famille, la guerre et ainsi de suite sont des champs de force, etc. Et ce qui m'a frappé dans ce que vous racontiez, c'est qu'en fait, dans ce que racontait Vinaver, il y avait à la fois une relation au système que vous avez énoncé, au vertical, et puis en fait une observation de l'horizontale. Et vous êtes l'un et l'autre en train de nous raconter ce qui se passe dans la communauté des gardiens de prison, ce qui se passe du côté de gens qui ne se situent pas par rapport à leur employeur, à leur entreprise, mais par rapport à... C'est ce que tu es allé chercher dans la relation au travail. Et donc je trouvais ça dans les deux cas très, très stimulant et j'allais dire en voisinage intéressant avec des choses qui peuvent aller en scène, en fait. Peut-être juste un mot, oui, pour commenter. Je vais pêcher par orgueil pour finir. Moi, je postule que le roman produit de la connaissance. Donc mon objectif, enfin mon propos n'était pas du tout de dire, bien sûr que mon travail ne va rien produire, c'est plutôt que moi je pense que la fiction, en tout cas parce que c'est mon expérience personnelle, la fiction est peut-être mon premier pourvoyeur de connaissances, c'est-à-dire que par la fiction, pour moi, j'accède à la connaissance du monde. Donc c'est ce geste-là que je tente de suivre. Et quand je parlais de distinction avec la méthode peut-être d'autres scientifiques, c'est que précisément moi, je n'ai pas de méthode, c'est-à-dire que c'était la première fois que je faisais une immersion de ce type-là, que je ne me suis pas essayé auparavant et que donc je navigue un peu à vue.
Et c'est-à-dire que je me laisse totalement déstabiliser par mon sujet, que je ne mets pas de frontières, et que en cela, en revendiquant la non-méthodologie, je revendique ce qui va avec, à savoir le fait que ça n'est donc pas une démarche scientifique, c'est une démarche qui est aussi émotionnelle, empathique, et qui donc ne cherche pas absolument du côté du champ scientifique, mais je suis convaincu que le roman produit de la connaissance. Alors peut-être pas celui-là, mais en tout cas, moi j'ai été marqué par des romans, et je lis des romans parce que j'ai l'impression d'y découvrir le monde. Antoine? Oui, par rapport à ça, oui, je crois que la question pour moi, c'est une question de destination. C'est-à-dire que c'est vraiment pas... C'est simplement... enfin, par exemple, en fait, c'est-à-dire que c'est aussi mettre exactement à égalité un coup de fil à un ami et une semaine passée où j'ai mis un bureau dans un centre social et où je demandais aux gens de me parler de travail. Mais ces deux choses me nourrissent, mais de la même manière qu'un rêve peut me nourrir. Enfin, c'est-à-dire que c'est aussi recevoir des sources qui sont peut-être, enfin, en tout cas plus fantasque, enfin plus possiblement fantasque que uniquement documentaire, disons. C'est-à-dire que je me contente pas du documentaire pour. Enfin, c'est pas que je me contente pas, mais c'est pas parce que c'est pas contentant, mais ça me nourrit beaucoup et je vais chercher ça et j'invente des petits protocoles à moi là-dedans, enfin pour trouver des choses qui m'intéressent. Mais j'ai besoin aussi d'aller voir des trucs ailleurs, moins clairs, moins fiables, moins liés à la réalité peut-être aussi. Et par ailleurs, oui, je crois que c'est à peu près tout ce que je veux dire. Bon, merci. Ça fera une conclusion. Mais alors, merci à vous. Et un mot simplement pour vous dire qu'Antoine Mouton lira des extraits de son livre à 17h à la salle des Transats, enfin sur des Transats. Des transats. Voilà. Merci.